Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'achever notre exploration du concept de dialectique par une troisième grande figure de la philosophie, puisqu'il s'agit de Karl Marx, philosophe et économiste allemand du XIXe siècle. C'est donc chez Marx qu'on va trouver un troisième usage du concept de dialectique qui va impliquer du même coup une redéfinition de ce concept par rapport à ses contenus antérieurs, ceux, on l'a vu, de Socrate et de Hegel. Rappelez-vous, chez Socrate, comme chez Hegel, la dialectique renvoyait essentiellement au domaine du discours ou des idées, ce qu'on appelle en philosophie le logos. Le logos, c'est le domaine de la pensée qui fabrique des idées reliées entre elles par la logique. Le logos, c'est le langage en tant qu'il permet l'échange intellectuel, l'argumentation et la démonstration. On pourrait éventuellement traduire ce terme par le mot raison, puisque la raison, c'est à la fois la capacité humaine à produire un discours logique et l'ensemble des règles qui régissent un débat d'idées ou qui réglementent une argumentation. C'est pour cela que la plupart des disciplines liées à un champ particulier du savoir portent le suffixe logie. Biologie, discours sur la vie, anthropologie, discours sur l'homme, théologie, discours sur Dieu, etc., etc. J'en reviens à Socrate et à Hegel. Chez ces deux penseurs, donc, la dialectique correspondait à une dimension du discours, un phénomène lié à la vie des idées, de la pensée. Chez Socrate, c'est l'art de la discussion qui définit encore le mieux la notion de dialectique. Discussion au sens très concret du terme, un échange de paroles entre deux interlocuteurs, un échange de signes linguistiques renvoyant à un sens, à une signification, à savoir l'idée. La dialectique socratique était alors ce qui permettait à l'individu d'accéder au savoir et à la vérité par réfutation et élimination progressive du faux. Placé par son interlocuteur face à un contre-argument ou à une objection, le sujet est alors conduit de manière quasi mécanique, conduit par la raison et par la logique, à rallier le parti du vrai contre celui du faux. On n'atteint pas le vrai de manière directe, de manière immédiate, c'est-à-dire sans médiation. On n'atterrit pas dans le vrai d'un simple bond, y compris avec de l'élan. On y accède par paliers successifs, par stades graduels qui représentent autant d'occasions de traquer, entre guillemets, le faux, pour s'orienter vers le vrai à partir de lui. Chez Hegel, le concept de dialectique prenait alors une allure plus technique, apparemment plus abstraite que chez Socrate. Parce que chez les Grecs de l'Antiquité, la dialectique pouvait se définir comme méthode d'accès à la vérité, méthode du discours, tandis que chez Hegel, la dialectique était d'abord vue comme un processus de la pensée elle-même. On pourrait dire que chez Hegel, la dialectique se définit comme le phénomène par lequel la vérité se dévoile peu à peu à l'esprit. Il s'agissait, rappelez-vous, de se glisser dans la peau de la conscience, pour ainsi dire, et d'observer du point de vue qui est le sien, son propre contenu, son propre vécu. Ce qui caractérise la conscience chez Hegel, c'est son aspect dynamique, en mouvement continu, en perpétuelle recherche d'autodépassement. Chez Hegel, comme chez Socrate, la dialectique consiste dans la possibilité pour la pensée de se perfectionner, de progresser sur le chemin de la vérité, par l'expérience de la contradiction, par la conscience, par les idées et par la raison. La contradiction est un moteur, puisqu'elle nous oblige à corriger nos faiblesses intellectuelles ou argumentatives, corriger signifiant remplacer, tout en conservant la trace de nos erreurs passées. Une rature sur un mot, c'est à la fois la suppression de ce mot de la phrase et sa conservation comme mot supprimé. La rature, c'est la trace de l'erreur en même temps que la condition de sa réparation. La contradiction est un moteur, voilà comment on pourrait résumer, en la vulgarisant, la devise intellectuelle des théoriciens ou des praticiens de la dialectique hegelienne. Mais alors vous me direz, que peut-on ajouter à cela? Que peut-on apporter de supplémentaire à la signification du concept de dialectique qui justifie qu'on s'attarde sur un troisième auteur, qui plus est tout juste postérieur à Hegel? C'est qu'il faut bien qu'il y ait une modification, une évolution du sens du terme pour que l'on consacre une étude à l'emploi spécifiquement marxiste du concept de dialectique. Et en effet, il va bien y avoir une évolution avec Marx. On pourrait même aller jusqu'à parler de basculement, ou plus exactement de renversement de la dialectique hegelienne par Marx. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, cela veut dire que si, chez Hegel, la dialectique désignait une sorte de mouvement de la pensée, chez Marx, elle désigne au contraire un mouvement de la matière. Pour Marx, ce sont les contradictions non pas entre des idées, mais entre les hommes et les classes sociales qui sont le véritable moteur de l'histoire humaine. Marx a été très influencé par la pensée de Hegel, et il pense que son concept de dialectique est tout à fait valide et opérant pour interpréter philosophiquement l'ordre du monde. Mais Marx est également très influencé par les matérialistes de l'Antiquité, comme Démocrite ou Épicure, c'est-à-dire pour aller vite ceux qui considéraient que le monde était d'abord un assemblage de matière, et que tous les phénomènes, perceptibles ou seulement concevables, y compris les phénomènes de l'esprit, pouvaient être reconduits en dernière instance à des mouvements de matière, à des phénomènes physiques. C'est ça le matérialisme, l'idée que la matière est ontologiquement première par rapport à la pensée, que ce qui influe sur le monde, ce ne sont pas tant les idées que les actions. Et l'histoire, selon Marx, c'est la scène sur laquelle le réel s'accomplit à travers le temps. Si Marx était matérialiste, Hegel, lui, ne l'était pas. Hegel, en effet, ne considérait pas que la vie de la matière primait sur celle de la pensée, puisque pour lui, ce sont les idées qui sont à la base de tout, y compris des actions. La philosophie de Hegel sera dite en ce sens idéaliste, puisqu'elle se fonde sur le primat de l'idée, quand le matérialisme, lui, correspond au primat de la matière. Hormis cette divergence philosophique sur le réseau de passage privilégié de la dialectique, le réseau de la pensée ou le réseau de la matière, on peut dire que Marx reste fidèle à la définition hegelienne de ce concept, si on entend par définition hegelienne le processus par lequel s'accomplit le vrai par la contradiction. Chez Marx, ce sera le processus par lequel le réel s'accomplit par la contradiction. Et cette contradiction à laquelle Marx va se référer, c'est ce qu'on appelle la lutte des classes. Essayons de comprendre. Pour Marx, l'histoire du monde n'est rien d'autre que l'histoire de la lutte entre deux forces inégales et asymétriques, la classe dominante et la classe dominée. Ces classes peuvent d'ailleurs emprunter plusieurs figures dans l'histoire. Le dominant pourra ainsi bien être le grand propriétaire foncier de l'époque de l'Ancien Régime que le grand industriel maritime du XIXe siècle. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour Marx, le moteur de l'histoire, c'est l'économie. C'est le présupposé philosophique de Marx. Le réel, c'est l'économique, car ce sont les rapports économiques qui conditionnent l'ensemble des rapports sociaux et humains. On se définit d'abord par une position sociale ou économique et par des conditions concrètes d'existence. L'ouvrier, de par sa pratique quotidienne, de par son mode de vie réel, de par ses contraintes matérielles, qui limitent inévitablement son champ d'action et d'influence, ne peut avoir que les idées de sa situation matérielle. Nous avons les idées de notre situation matérielle, nous dit Marx. Nous avons une pensée qui accompagne notre pratique, qui en sont le prolongement et non pas l'inverse. Ce n'est pas la conscience qui détermine l'être, selon Marx, c'est au contraire l'être social qui détermine la conscience. C'est finalement une position classiquement matérialiste, qui consiste à voir le monde, dans ses grandes lignes, comme le résultat de luttes économiques entre classes et idéologies correspondantes, ce qui est loin d'ailleurs d'être démenti par les faits, si on suit un peu même de loin notre actualité. Voilà où se situe le grand renversement de la dialectique hegelienne par Marx, son application non pas au seul domaine des idées, mais à celui des rapports matériels, qui sont les rapports économiques et qui donnent à l'histoire sa trajectoire unique. La lutte des classes est le moteur de l'histoire, puisqu'elle engendre un bouleversement constant des rapports sociaux et économiques. Mais alors, vers quoi se dirige-t-on exactement avec cette vision de l'histoire qui est celle de Marx ? Puisqu'il faut bien considérer qu'une doctrine de philosophie politique doit nécessairement, tôt ou tard, se traduire en action. On a dit que chez Marx, la classe des dominants et la classe des dominés pouvaient s'incarner dans des figures historiques multiples et variables. Le propriétaire terrien, l'industriel, aujourd'hui le financier de Wall Street, d'un côté, et le paysan du tiers-monde, l'ouvrier du bassin minier ou l'employé chez McDonald's, pour prendre cet exemple quelque peu stéréotypé, mais qui permet d'établir assez précisément l'analogie. De l'autre côté, Marx observe, puisqu'il étudie l'histoire économique des sociétés humaines, je rappelle d'ailleurs que Marx est économiste de formation, pas seulement philosophe, et que contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'a jamais été un homme politique révolutionnaire, il était un théoricien, un intellectuel. Marx se rend compte qu'avec l'apparition de la bourgeoisie et du capitalisme, à l'époque industrielle, va aussi naître, par ricochet, la seule force économique et sociale réellement capable de s'y opposer, à savoir
le prolétariat. La société se divisera alors en deux camps opposés et adversaires, la bourgeoisie capitaliste dominante et le prolétariat ouvrier dominé. La lutte des classes, ce sera l'affrontement entre les détenteurs du capital qui fabriquent du profit sur le travail du prolétariat et ce même prolétariat, le prolétaire étant celui qui n'a plus que sa force de travail à vendre. Mais à la différence des anciennes classes dominées, Marx considère que le prolétariat moderne se trouve dans une situation exceptionnelle au regard de l'histoire, celle de pouvoir accéder à la conscience de soi, autrement dit, de prendre conscience de son être comme classe sociale dominée par la bourgeoisie, qui tire son bénéfice de l'exploitation, le capitalisme fonctionnant sur le principe de l'extorsion de la plus-value, autrement dit, on demande à un ouvrier de transformer la matière pour lui donner une valeur, par exemple, de transformer du bois en table, la matière devient un objet manufacturé, un produit pouvant être vendu, l'ouvrier percevra un salaire, mais un salaire sans lien matériel, sans corrélation véritable avec la valeur rapportée par son travail. Le bourgeois capitaliste, lui, prélève ainsi directement son bénéfice, tout en continuant à pouvoir disposer de la force de travail, ce qu'on appelle précisément la main-d'œuvre. Je reprends donc, ce n'est qu'en prenant conscience de son statut et de sa fonction dans l'histoire que le prolétariat pourra alors constituer une véritable force révolutionnaire, capable de s'organiser et de renverser la domination bourgeoise pour parvenir à l'abolition des classes sociales. Or, il se trouve que Marx prévoit que l'abolition des classes est pour ainsi dire imminente. En tout cas, elle est inévitable. Elle est, selon lui, cette abolition, un effet nécessaire de l'histoire, un terme auquel la société aboutira quoi qu'il arrive. On entend souvent parler à propos de Marx de son idée de fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est une expression qui désigne en philosophie le moment de l'histoire où tous les événements matériellement influents se sont déjà produits, et que dès lors, rien de ce que l'histoire future comportera d'événements historiques n'aura plus d'incidence sur la situation matérielle effective. Les classes sociales seront abolies, et l'histoire aura fait là la preuve qu'elle avait un sens, c'est-à-dire une signification, mais aussi une orientation, une destination. Le mot destination contient le mot destin. Cette parenthèse sémantique vient du fait que, dans la notion de destination, il y a l'idée d'une intention, en tout cas d'une finalité. On destine un courrier à un proche, il en est le destinataire. Je le vise lorsque je lui écris, je l'intentionnalise en quelque sorte. J'ai mon destinataire en vue lorsque j'agis. De la même façon, l'histoire a en vue la disparition des classes au cours de son déploiement. C'est une idée que je n'avais pas développée dans la deuxième partie sur Hegel, mais je le précise ici, la notion de dialectique fonctionne de manière quasi consubstantielle avec celle de nécessité. La nécessité en philosophie, ce n'est pas, comme dans le langage courant, le besoin, ni même le devoir ou l'obligation. La nécessité, c'est ce qui fait qu'une chose ne peut pas être autre que ce qu'elle n'est. 2 plus 2 égale 4, c'est nécessaire, ça ne peut pas en être autrement. La vie humaine s'interrompt dans la mort, c'est une loi humaine nécessaire qui ne peut pas être évitée, bien qu'elle puisse à l'occasion être niée. Donc, de la même façon que la conscience chez Hegel parvenait nécessairement au stade du savoir, ce que Hegel appelle l'esprit absolu, au terme d'un itinéraire semé de contradictions, l'histoire des hommes, selon Marx, obéit aussi à un schéma nécessaire. Le triomphe du prolétariat sur la classe capitaliste au terme d'une lutte des classes prévue par l'histoire. L'histoire a un sens, c'est-à-dire l'histoire a une destination, une finalité, un résultat nécessaire. Évidemment, la destination historique du prolétariat n'a rien de commun chez Marx avec une quelconque théorie du salut chrétien ou de la providence divine, Marx étant très hostile à l'égard des croyances religieuses qui accompagnent selon lui le processus de domination capitaliste. Mais on peut quand même s'interroger, et Hegel d'ailleurs nous en fournissait déjà l'occasion, je terminerai là-dessus, sur le fait de savoir s'il n'y a pas malgré tout un au-delà du matériel qui s'exprime dans le matérialisme de Marx lui-même, une sorte de postulat métaphysique irréductible à une quelconque analyse, même scientifique, de l'histoire des sociétés. En même temps, Marx nous invite aussi à penser une éventuelle réconciliation entre le champ de la croyance et le champ de l'analyse, puisque, qu'on le veuille ou non, les croyances, les idées, les pensées, ont un effet réel sur le monde. Elles participent du mouvement de la matière et par conséquent de l'accomplissement de l'histoire. Les idées ne sont peut-être pas le moteur de l'histoire, mais elles sont sans aucun doute son carburant. Je finirai là-dessus.